C'est une vieille dame plus que centenaire. La Sainte-Élisabeth, une barque à voile latine de 9 mètres de long, emblématique du Cap Corse. Un joyau du patrimoine, classé à l'ordre des monuments historiques. Cette gondole, comme on l'appelle ici, témoigne du riche passé maritime de l'île. Et si la Sainte-Élisabeth a été sauvée de la destruction, c'est grâce à la ténacité et à la passion d'un homme, Charles-Paul Viale. Via l'association Voile Performance qu'il préside, il rachète la Sainte-Élisabeth en 2000 avec un projet, remettre une voile latine dans le paysage maritime du Cap Corse. L'Élisabeth a été construite en 1911 pour un pêcheur de la marine d'Herbalongue au Cap Corse. C'était une barque de pêche. Elle a pratiqué la pêche à la voile et à l'aviron pendant plus de 20 ans et elle va pratiquer tous les types de pêche, le filet, le casier, les nasses. Au décès de son premier propriétaire, la barque est vendue à une autre famille de pêcheurs bastiais et elle va continuer comme ça une longue carrière d'un demi-siècle de barque de pêche professionnelle. Elle est motorisée en 1940 et du coup, à partir de là, elle perd son gréement et ses voiles, elle gagne une roue remonte-filet et elle continue sa carrière de barque de pêche. C'est ici, dans le village d'Herbalonga où a été restaurée la Sainte-Élisabeth, que nous retrouvons Jean-Christophe Litsch, un fin connaisseur du patrimoine et de la culture du Cap Corse. Les Cap-Corsains étaient bien évidemment des pêcheurs, mais ils étaient avant tout des pêcheurs à usage, ce n'était pas une pêche à usage industriel, une pêche à usage marchande. Ils pêchaient d'abord pour leur propre consommation, essentiellement. Herbalongue est une marine très ancienne. Dès l'Antiquité, là on a des éléments qui sont d'époque romaine. Ça grouillait de vie autour de la mer. Et ensuite, on a par contre l'apparition à partir du XVIIIe siècle, plus exactement le grand développement de la pêche. Herbalongue va devenir un port de pêche très important au XIXe siècle et jusqu'au début du XXe, où on avait encore, les gens se souviennent ici de la présence nombreuse de pêcheurs très actifs, jusqu'à il y a peu d'années. Perché sur les hauteurs, c'est dans le village de Roliane que nous avons donné rendez-vous à l'historien Pierre-Jean Campocasso. On est sur une île, on a des hameçons de la préhistoire, on a du matériel de pêche de l'Antiquité, et comme ça on remonte le temps et on a des traces avec différentes techniques qui se sont développées. Mais un élément majeur, effectivement, c'est la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. C'est une rupture d'un point de vue technologique, l'arrivée des moteurs. Donc on n'a plus la voile et l'arrivée du moteur permet à ces pêcheurs d'aller exploiter des zones de pêche plus lointaines de leur abri. Autre élément intéressant à évoquer sur la pêche, c'est les populations. On voit, ne serait-ce que par les noms des bateaux, dans le Cap Corse, les skibs et les goats, ce sont les barques traditionnelles de pêche. L'origine de ces bateaux, c'est la Ligurie et la Toscane. Et dans le sud, quand on pense au felouk du charpentier de marine Nobili, là on a une origine qui nous vient d'Afrique du Nord et qui a transité par des marins napolitains. Dès le XVIe siècle, on a des traces d'archives, des documents d'archives où on a des charpentiers de marine qui sont installés dans différentes communes de la micro-région. Notamment ici à Herbalongue, il y a un chantier naval qui va être actif par la même famille, la famille Nicolai, pendant pratiquement 400 ans. Donc on a une activité familiale sur plusieurs générations dans la majorité des communes. Dans les chantiers navals du Cap Corse, les bateaux étaient gréés en voile latine, une voile typique de Méditerranée. L'appellation voile latine tient son nom d'une vieille appellation de vela a latrina, c'est-à-dire voile à 3 pointes. Elle est en Méditerranée depuis 20 siècles au moins. Cette voile latine a cette particularité d'être triangulaire, haute et étroite et offrant la possibilité d'être bordée dans l'axe du navire. Et ce faisant, ça donnait au navire la possibilité de serrer le vent. C'est très important. En serrant le vent comme ça, on pouvait remonter contre lui en tirant des bords. Ça a été une belle invention en Méditerranée parce que les marins n'avaient plus besoin d'attendre les vents favorables. Ils pouvaient naviguer, y compris avec des vents contraires. Ça prenait plus de temps, 2 fois plus de temps. On dit dans le monde de la voile, quand il faut tirer des bords, c'est 2 fois la route et 3 fois le temps. C'était largement ça avec ce type de bateau. De par sa position centrale en Méditerranée,
La Corse occupe une place stratégique dans le commerce et les échanges maritimes. Une activité en grande partie assurée par les marins du Cap Corse. On a la chance d'avoir à Bastia le fonds de la marine de Corse, qui est un fonds très très riche de 15 mètres linéaires d'archives. Et vous trouvez dans ces fonds notamment les registres d'inscription maritime, c'est-à-dire les gens de mer. Que vous soyez charpentier, mousse, capitaine de marine, vous êtes enregistré, vous avez un matricule. Et si on prend les chiffres sur le 19e siècle, les courbes vont doubler régulièrement. 1820, on est à 3000, 1840, on est à 6000, et on arrive dans les années 1880-1900, les inscrits maritimes sont 8 à 10 000. Le contexte méditerranéen du 19e siècle, par rapport au siècle précédent, à cette menace barbaresque, à ces oppositions entre Gênes, les Aragonais, les Espagnols, les Ottomans, les Français, les Anglais, on va avoir une domination de la Méditerranée avec l'arrivée des gros vaisseaux à partir de la fin du XVIIIe siècle, notamment français et anglais. Et là, on va avoir une disparition de la piraterie, une disparition des raids barbaresques, les tours littorales qui avaient joué un rôle important entre le XVIe et le XVIIIe siècle, perdent de leur importance de surveillance et de prévention des risques de razzia. Dans le contexte tumultueux des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, les marins cap-corsins seront sur le pont pour transporter les marchandises dont la Corse a besoin pour vivre. Ils contribueront grandement à la richesse du Cap Corse. Les Cap-Corsins sont incontestablement les transporteurs de la Corse. Il suffit de regarder les chiffres. Le quartier maritime de Roliane est le plus important de l'île devant Bastia. On a l'habitude de dire en Corse l'île dans l'île, parce qu'effectivement ce petit territoire, cette bande, est sur un terrain plutôt difficile. L'agriculture n'y est pas la plus développée, mais par contre on a une monoculture autour de la vigne. Et très vite, la richesse du Cap Corse, qui va devenir une région à partir du XVIe siècle, l'une des plus riches de Corse, elle va se faire cette richesse par le commerce. C'est-à-dire que l'essentiel des productions de tissus, d'épices qui arrivent en Corse arrivent transportées par les navires, les petits goths au Cap Corsin. La Corse, par exemple, exportait du bois de grande qualité qui était très apprécié sur le continent. Je parle des continents italien et ensuite français. Donc ce bois est exporté par des Cap-Corsins. On avait également des exportations de châtaignes et de blé certaines années, pas toutes les années, parce qu'il est arrivé des années où la Corse n'était pas excédentaire, et d'huile d'olive. Et ensuite, il faisait l'importation de tous les produits dont la Corse avait besoin. C'est-à-dire que la Corse avait besoin de produits manufacturés, de produits finis. Il fallait du minerai de fer pour faire travailler toutes les forges corses. On transportait également le sel, tout ce qu'on pouvait transporter, aussi bien donc dans un sens que dans l'autre. À bord de leur bateau, les marins du Cap Corse n'ont cessé d'étendre leur zone de navigation pour trouver de nouveaux débouchés commerciaux, n'hésitant pas à repousser leurs limites. Ils commerçaient essentiellement avec l'Italie à partir de la région niçoise, la région de Nice, 26 000 à San Remo, et ensuite ils allaient jusqu'à Naples. Les îles de l'archipel toscan, Capraia, Île d'Elbe, Monte Cristo, et également la Sardaigne. Ça, c'était leur zone de confort, leur zone habituelle, leur zone où ils connaissaient la moindre côte, la moindre crique de tout cet espace-là. Et ensuite, ils allaient parfois au-delà, c'est-à-dire ils allaient parfois jusqu'en Provence, parfois jusqu'en Catalogne, en Espagne, également aux Baléares. Et à partir du XVIIe siècle, également, ils vont pousser sur la Méditerranée orientale. C'est-à-dire ils vont aller sur la Grèce, l'actuelle Turquie, Liban. Donc ils ont un espace beaucoup plus large. Impossible d'évoquer l'histoire des Cap-Corsins et de la mer sans faire un détour par le sanctuaire de Lavasine. Ici se trouve la plus importante collection d'ex-voto de Corse. Sur les 150 ex-voto exposés, une quarantaine est en lien avec la mer. Dominique Jaboulet nous accueille pour une visite. Lavasine, c'était un petit abri, une marine, et où les gens avaient l'habitude de s'abriter. Il y avait une petite chapelle et ils ont pris l'habitude de venir prier la Vierge avant de partir en mer. Je vais vous montrer la salle où nous avons regroupé toutes les scènes de naufrage et de tempête, puisque c'était les plus nombreux. Alors on est dans cette pièce où il y a tous les tableaux exposés, une seule maquette malheureusement qui nous reste.
Alors un ex-voto, c'est un objet ou un tableau ou quelque chose que vous déposez en remerciement d'une grâce qui vous est accordée. Il est fait en 3 parties, quand c'est un tableau. La partie haute qui représente le ciel avec la divinité qui a été invoquée. Au milieu, il y a le dessin, la représentation graphique de la scène qui s'est passée. Et en bas, l'explication de la scène avec les noms, les dates, les lieux, etc. L'ex-voto, c'est modeste, hein, parce que c'est pas quelque chose de très spectaculaire, mais enfin, moi, je trouve que c'est vraiment la vie de la population à une certaine époque, sa foi, c'est important, quoi. L'histoire des Caps Corsins est intimement liée à celle de la mer Méditerranée. La Sainte Élisabeth en est le témoin vivant. Et si la vieille dame a été sauvée de l'oubli et a pu être restaurée, c'est grâce au soutien de la collectivité de Corse, du département de la Haute-Corse et de la mairie de Brando. À cela se sont ajoutés les dons d'un mécène et l'apport d'une souscription. L'histoire des Caps Corsins et de la mer est un patrimoine bien vivant. Je suis Cap-Corsin. Je suis originaire de cette région et le Cap-Corse est un pays de marins. C'était, je pense, important de pouvoir rappeler, retracer l'histoire maritime, retracer des bâtiments, des navires qui n'existent plus et qu'il faut conserver comme monument historique parce qu'encore une fois, ce sont des passeurs d'histoire et qu'il est bon de se souvenir que il y a seulement 100 ans, il n'y avait que des bateaux comme ça. La Sainte Élisabeth poursuit aujourd'hui sa vie en tant que bateau du patrimoine. Cette passeuse d'histoire, comme le dit si bien son capitaine Charles Polevial, porte en elle la mémoire des marins du Cap Corse.